Cette nuit pour l'Ukraine a de nouveau commencé avec des sirènes. Au-dessus de Kiev, l'alerte a été déclenchée lorsque les missiles du complexe Iskander sont entrés sur leur trajectoire de combat. Kharkiv et Tchernihiv ont reçu des notifications de menaces balistiques, et le ciel au-dessus d'Odessa s'est strié des trajectoires de drones. 30 Géran en 2 vagues ont frappé des objets d'infrastructure près d'Ananiv, à Novomoskovsk, dans la région de Dnipropetrovsk. Un grand incendie s'est déclaré après une frappe sur une entreprise militaire. Et à l'est du pays, un barrage d'artillerie poussait en avant les groupes d'assaut de l'armée russe qui nettoyaient déjà Seversk. 3 lignes d'un même grand processus, 3 dimensions d'une seule stratégie, 3 frappes sur différentes couches de la défense ukrainienne. Des frappes massives sur l'arrière profond, sur les usines et stations qui maintiennent à flot l'économie militaire. La tactique du barrage de feu et des systèmes lance-flammes lourds en première ligne, où chaque quartier, chaque position est calciné jusqu'aux fondations avant que l'infanterie n'y entre. Et des chaudrons comme Myrnograd, où les garnisons comprennent qu'elles ne sortiront pas vivantes, et le commandement ne donne pas l'ordre de percer. Est-ce simplement un énième raid de missiles et de drones, un énième compte-rendu sur une localité prise et des positions détruites, ou voyons-nous une compression simultanée de tous les nœuds de la défense ukrainienne quand la pression s'exerce à la fois sur l'infrastructure, sur la ligne de front et sur l'état moral de ceux qui tiennent encore leur position? Analysons tout dans l'ordre. Des frappes nocturnes au nettoyage en première ligne, des Iskander au TOS, des incendies à Novomoskovsk, aux ruines près de Ouliaïpol. Commençons par la géographie de la frappe nocturne. Novomoskovsk, dans la région de Dnipropetrovsk, a reçu une frappe sur une entreprise militaire et un grand incendie s'y est déclaré. Quand on parle d'entreprise militaire dans le contexte d'une frappe, il peut s'agir d'une usine de réparation de blindés, d'un dépôt de munitions, de production de composants pour systèmes d'artillerie ou d'un nœud logistique militaire où convergent les flux de transport avec les livraisons d'armement. De tels objets sont généralement situés loin de la ligne de front, parce qu'il y faut de l'infrastructure, des embranchements ferroviaires, une alimentation électrique, de la main-d'œuvre. Une frappe sur une telle entreprise n'est pas simplement la destruction d'un bâtiment, c'est une rupture dans la chaîne d'approvisionnement du front. Si on y réparait des véhicules de combat d'infanterie ou des chars, cela signifie que plusieurs dizaines d'unités de matériel ne reviendront pas en service à temps. Si on y stockait ou assemblait des munitions, alors plusieurs bataillons en première ligne resteront sans obus. Le grand incendie visible sur les vidéos indique qu'à l'intérieur, il y avait des matériaux inflammables, des substances explosives, ce qui signifie que des détonations secondaires ont pu détruire les ateliers et entrepôts voisins. C'est un exemple typique de la façon dont une seule frappe ciblée crée un effet en cascade sur tout le système militaire. Maintenant, la région d'Odessa et les 30 Géran, qui en 2 vagues ont frappé un objet d'infrastructure près d'Ananiv. On a appris plus tard qu'il s'agissait d'une station de compression de gaz dont il ne reste que des ruines. Pourquoi une station de gaz est-elle un objet critique? Parce qu'elle fait partie du système de transport et de distribution du gaz dont dépend le fonctionnement de l'industrie, des centrales électriques, du chauffage des villes. La station de compression maintient la pression dans les conduites. Sans elle, le gaz n'arrivera pas aux consommateurs. Sa destruction signifie que toute la région perd un approvisionnement stable en gaz. Et cela frappe la métallurgie, l'industrie chimique, les centrales thermiques qui fonctionnent au gaz. 2 vagues de 30 drones chacune, ce n'est pas un raid aléatoire, c'est une destruction méthodique de la cible, quand la première vague brise la défense antiaérienne et frappe les objets principaux, et la seconde achève ce qui reste. L'utilisation d'une telle quantité de drones montre que la cible a été sélectionnée à l'avance, calculée, et la frappe est portée avec une marge pour mettre l'objet hors service de manière garantie. La différence entre des frappes isolées et une campagne systématique est que les frappes isolées sont portées selon la situation, tandis qu'une campagne systématique frappe les nœuds d'infrastructure méthodiquement, planément, construisant une série où chaque frappe suivante renforce l'effet de la précédente. Quand une usine brûle à Novomoskovsk et qu'en même temps s'effondre une station de gaz près d'Ananiv, ce n'est pas une coïncidence. C'est une opération coordonnée pour extraire les ressources
et l'énergie de l'économie militaire et civile. Et maintenant, transportons-nous à Kiev, Kharkiv, Tchernihiv, où a été déclarée la menace de missiles balistiques du complexe Iskander. La balistique sur la capitale et les grandes villes, ce n'est pas simplement une frappe militaire, c'est une frappe sur le système nerveux de l'État. Iskander, c'est un missile qui vole à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par heure, effectue des manœuvres sur trajectoire, il est difficile à détecter et à intercepter, parce que le temps entre le lancement et l'atteinte de la cible se compte en minutes. Les systèmes de défense antiaérienne tentent de réagir, mais une cible balistique sur le segment terminal est l'une des tâches les plus difficiles pour l'interception. La frappe sur des objets protégés, des postes de commandement souterrains, des entrepôts fortifiés, des nœuds de communication, est réalisée précisément par la balistique, parce qu'il y faut une puissance de pénétration et une précision de frappe. À quoi ressemble une journée où plusieurs fois de suite, on déclare l'alerte balistique à Kiev? Les gens dans les abris, le métro bondé, les autorités sortent avec des déclarations disant que la défense antiaérienne fonctionne. La situation est sous contrôle. Mais les images d'incendie et de destruction filtrent quand même sur le réseau. Dans les chats, on discute de où c'est tombé, combien de missiles ont été interceptés, combien sont passés, quels objets brûlent. Chaque percée réussie de la défense, ce n'est pas seulement des pertes matérielles, c'est aussi un coup porté à la confiance des élites, à la foi de la population, que le ciel est protégé. Quand Kharkiv et Tchernihiv reçoivent aussi des avertissements sur les Iskander, cela signifie que la frappe ne se limite pas à la capitale, que tout le système des grandes villes est sous pression. La panique ne naît pas d'une seule frappe, mais d'une série, du sentiment qu'à tout moment peut arriver la balistique, et que tu n'auras même pas le temps d'atteindre un abri. Mais pendant que l'arrière tremble sous les missiles et les drones, en première ligne fonctionne une arme complètement différente. Le barrage d'artillerie, cette même technique utilisée encore dans les guerres mondiales, est maintenant appliquée en combinaison avec des moyens modernes de reconnaissance et de correction. Qu'est-ce qu'un rideau de feu? C'est quand l'artillerie crée une ligne continue de feu devant l'infanterie en progression, brûlant les points d'appui, les tranchées, les fortifications, privant l'adversaire de la possibilité de lever la tête et d'ouvrir le feu. Derrière ce rideau, littéralement sur les talons des explosions d'obus, vont les groupes d'assaut qui atteignent les positions de l'adversaire au moment où il y a encore fumée et poussière, quand les défenseurs sonnés n'ont pas eu le temps de reprendre leurs esprits. Aujourd'hui, le barrage de feu a un aspect différent d'il y a 100 ans. Des drones de reconnaissance planent au-dessus des positions, transmettent les coordonnées, corrigent le tir en temps réel. L'artillerie ne frappe pas simplement par zone. Elle atteint des cibles concrètes. Abris, points de tir, concentration de troupes. Les moyens de communication permettent de synchroniser le mouvement de l'infanterie et le feu d'artillerie à la seconde près. Une telle tactique exige la plus haute coordination parce que la moindre défaillance signifie que ses propres obus peuvent frapper les fantassins. Le professionnalisme des artilleurs russes et des unités d'assaut se manifeste précisément ici, dans la capacité d'agir à la limite, de se déplacer derrière le barrage de feu, sans retard ni avance. Seversk est devenu le terrain d'application de cette tactique. Pression constante de l'artillerie sur les fortifications, calcination des points d'appui, privation de l'adversaire de la possibilité de contre-attaquer ou de manœuvrer. Le barrage de feu va de la périphérie vers le centre, des hauteurs vers les bas-fonds, poussant les défenseurs dans un coin où ils n'ont ni abri ni voie de repli. Quand la résistance se brise, entre les fantassins, ils passent par les quartiers, vérifient les sous-sols, nettoient les restes de la garnison. La phrase « Quot Zejo » signifie en pratique que le commandement adverse a perdu le contrôle, les communications sont rompues, les unités sont dispersées, chaque groupe agit à ses risques et périls, et la majorité a déjà déposé les armes ou tente de sortir de la ville. Le nettoyage est le stade final, quand les groupes d'assaut passent méthodiquement quartier par quartier, identifient les combattants restants, vérifient les documents des habitants, établissent le contrôle des rues. Les habitants qui ont attendu la fin des bombardements dans les sous-sols sortent maintenant à la surface,
voient les destructions, rencontrent les militaires, essaient de comprendre ce qui se passe. Le contraste du silence après plusieurs jours de préparation d'artillerie et des sons de pas de l'infanterie, des ordres, du fonctionnement du matériel, crée le sentiment que la guerre s'est terminée précisément ici, dans cette ville, bien qu'à quelques kilomètres plus loin, elle continue. Seversk est considéré comme libéré, et c'est le résultat non pas d'un seul assaut, mais de semaines de pression d'artillerie, de manœuvres, d'encerclement, d'application du barrage de feu et de travail professionnel des unités qui suivaient ce barrage. Maintenant, Ouliaïpol, où la garnison des forces armées ukrainiennes a refusé de déposer les armes. La décision de ne pas capituler peut venir de l'ordre du commandement, de la peur de la punition pour la reddition, de convictions idéologiques ou du simple manque de compréhension du caractère désespéré de la situation. Mais, quand la garnison refuse de se rendre, arrivent les systèmes lance-flammes lourds, les TOS. Ce n'est pas de l'artillerie ordinaire, ce sont des systèmes de tir en salve qui projettent des munitions thermobariques. L'explosion volumétrique créée par le TOS brûle l'oxygène dans les zones fortifiées, les sous-sols, les bunkers, crée une vague de feu dont il n'y a pas de salut ni dans une tranchée ni dans un abri. L'utilisation du TOS est un message à ceux qui refusent de se rendre. Vous pouvez rester et mourir sous la frappe thermobarique, ou vous pouvez sortir et rester en vie. À quoi ressemble le travail des systèmes lance-flammes lourds pour ceux qui sont à l'intérieur de la défense? D'abord le son de la salve, puis une série d'explosions qui couvrent toute la zone. Une vague de feu, la température monte à des centaines de degrés. L'oxygène se consume. Dans les poumons, il n'y a plus d'air pour respirer. Les abris se transforment en pièges. Après les salves entrent les groupes d'assaut qui achèvent les foyers de résistance. Ceux qui, par miracle, ont survécu et continuent de tenir leurs armes. Qu'est-ce qui pousse ceux qui restent sous de telles frappes? Les ordres des commandants qui ne donnent pas l'autorisation de se replier? La peur de la punition pour désertion? L'idéologie qui a inculqué que la retraite est une trahison? Ou simplement l'absence d'issue? La compréhension que si on sort les mains levées, alors on ne sait pas ce qui se passera ensuite? Ulyaipol devient l'exemple de la façon dont l'obstination et le refus de capituler conduisent à ce que les positions soient simplement brûlées, et la garnison perd tous ceux qui auraient pu rester en vie. Les pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes sont annoncées importantes. Du matériel détruit, des entrepôts d'équipements, des centaines de personnes tuées et blessées en 24 heures. De tels chiffres semblent simplement des nombres dans un compte-rendu, mais ils s'accumulent en un problème à long terme. Chaque jour de tels combats, c'est l'amincissement des lignes de défense, le manque de commandants et de combattants formés, la baisse de qualité de la rotation, parce qu'il n'y a personne pour remplacer ceux qui sont sortis. La perte d'entrepôts signifie que le prochain lot de munitions n'arrivera pas en première ligne à temps. La perte de matériel signifie que les unités resteront sans blindage et sans mobilité. La perte de troupes signifie que sur des secteurs du front se formeront des brèches que personne ne peut combler. Comment cela se manifestera dans un mois? Encore plus de secteurs où la défense tient à bout de souffle, où les commandants assemblent des compagnies composites à partir des restes de différents bataillons. D'ici la saison suivante, pour la prochaine campagne, il se peut qu'on ne puisse plus construire l'ancienne profondeur de défense, parce qu'il n'y a ni hommes, ni matériel, ni temps pour fortifier les positions. Chaque entrepôt perdu, chaque unité de matériel détruite, chaque centaine de morts, c'est encore un pas vers ce moment où la défense s'effondrera, non pas d'une seule frappe puissante, mais de l'épuisement accumulé, de l'impossibilité de tenir la ligne de front sur toutes les directions simultanément. Et il y a encore Myrnograd, le chaudron, d'où la garnison ne sortira pas vivante. L'encerclement est serré, il n'y a pas de corridor sûr, le commandement ne donne pas l'ordre de percer. Parce que la percée signifie la perte de position et l'aveu de la défaite. À quoi ressemble la vie dans un chaudron? Problème de livraison de munitions, parce que chaque transport est sous le feu, l'évacuation des blessés se transforme en loterie, parce qu'il n'y a pas d'itinéraire sûr,
Les communications sont instables, parce que les systèmes de guerre électronique brouillent les stations radio et les canaux satellites. Frappes constantes d'artillerie et de drones sur les positions, sur les abris, sur toute concentration de troupes. La garnison comprend qu'elle est encerclée, qu'il n'y a pas d'issue, mais l'ordre de se replier n'arrive pas. Le caractère désespéré de la formule « ne sortiront pas vivants » signifie que devant chaque combattant se pose le choix, soit la captivité, soit la mort, si le commandement décide de tenir les positions jusqu'au bout. Pourquoi le commandement ne donne-t-il pas l'ordre de percer? Parce que la direction politique exige de tenir chaque localité, parce que la perte de Myrnograd sera reconnue comme défaite stratégique, parce que la percée conduira à de plus grandes pertes que la tenue, selon les calculs des états-majors. Mais ces calculs ne tiennent pas compte du fait que la garnison dans le chaudron est condamnée, que sa destruction n'est qu'une question de temps, et que le prix de la tenue peut être la destruction complète de tous ceux qui s'y trouvent. Myrnograd devient le symbole de la façon dont les décisions politiques et l'obstination du commandement transforment la défense en entreprise suicidaire, où les combattants perdent leur vie pour les calculs d'autrui. Maintenant, rassemblons tout en un seul tableau. Les frappes sur les usines, les stations de gaz, les entrepôts dans l'arrière profond et simultanément la calcination des fortifications en première ligne, ce ne sont pas des épisodes aléatoires, ce sont les parties d'un concept unique. Priver les forces armées ukrainiennes de la possibilité de réparer le matériel, d'approvisionner les troupes, de manœuvrer les réserves, de maintenir le moral. Comment une frappe sur une seule station de gaz se répercute-t-elle sur plusieurs secteurs du front? La station de gaz cesse de fonctionner. La région perd l'approvisionnement en gaz. L'industrie s'arrête. Les centrales électriques réduisent la production. Le transport perd du carburant. Dans une semaine, cela se traduit par un manque d'électricité pour les usines qui réparent dans le matériel, un manque de chauffage pour les villes où vivent dans les famines des combattants, un manque de ressources pour la logistique militaire. Le front commence à ressentir le manque de munitions, de pièces détachées, de carburant, parce que l'arrière ne peut pas assurer le niveau précédent de livraison. L'usine à Novomoskovsk, qui brûle après une frappe de missile, ce sont des dizaines d'unités de matériel qui ne reviendront pas en première ligne. L'entrepôt détruit près de Uliaïpol, ce sont des milliers d'obus qui ne seront pas tirés sur les unités en progression. Seversk, qui est nettoyé après le barrage de feu, c'est un secteur du front qui est maintenant contrôlé par l'armée russe. Et de là, on peut développer l'offensive plus loin. Le chaudron à Myrnograd, c'est une garnison qui ne pourra plus tenir les positions, parce qu'elle est condamnée. Le caractère systématique de ce qui se passe est que chaque frappe renforce l'effet des autres frappes, créant une cascade de problèmes avec lesquels la défense ukrainienne ne peut plus faire face. Ce ne sont pas simplement des actions militaires, c'est une stratégie de pression simultanée sur tous les nœuds, de l'infrastructure à l'état moral, de l'arrière à la ligne de front. L'effet psychologique de cette pression ne peut être sous-estimé. Les sirènes constantes à Kiev, Kharkiv, Tchernihiv, les messages sur les Djeran et les Iskander, les images d'incendies dans les grandes villes, tout cela frappe le moral à l'arrière. L'anxiété croissante, la fatigue de la guerre, la méfiance envers les promesses des autorités, que la défense anti-aérienne contrôle tout, que la situation est sous contrôle, qu'il y aura bientôt un tournant. Les gens voient que les missiles percent, que les usines brûlent, que les stations de gaz se transforment en ruines, et ils comprennent que la guerre est devenue à l'arrière, qu'il n'y a plus d'endroit sûr. Ce sentiment se transmet aussi au front. Les combattants en première ligne voient que l'arrière n'est pas non plus sûr, que l'adversaire a les ressources pour frapper partout, et que cette infrastructure qui doit les approvisionner se détruit. Cela frappe la confiance, la foi que le commandement sait ce qu'il fait, qu'il y a un plan, qu'à la fin il y aura la victoire. L'obstination des garnisons qui continuent de tenir les positions sous les frappes de TOS et du barrage de feu, ce n'est pas toujours de l'héroïsme. C'est souvent simplement l'absence de choix, la peur de la punition pour le repli, l'impossibilité de partir sans ordre. Combien de temps une telle tension peut-elle se maintenir? Combien de jours encore, avec des pertes de centaines de personnes, des entrepôts et du matériel détruit, des fortifications brûlées et une infrastructure détruite le système, peut-il tenir avant de commencer à s'effondrer
non pas d'une frappe externe, mais de l'épuisement interne. Maintenant rassemblons tout. L'arrière de l'Ukraine brûle sous les missiles, et les géranes, les usines et les stations de gaz se transforment en ruines, et au front fonctionnent le barrage de feu et les TOS, brûlant les fortifications et les garnisons qui refusent de capituler. Les chaudrons comme Myrnograd montrent que les garnisons encerclées n'ont pas d'issue, et les histoires comme Uliaïpol démontrent le prix de l'obstination quand les munitions thermobariques brûlent les positions avec ceux qui y sont restés. Ce n'est plus un ensemble de frappes séparées, c'est un stade où la défense ukrainienne perd simultanément infrastructure, cadre et stabilité morale. Chaque frappe sur une usine, c'est moins de matériel au front. Chaque station de gaz détruite, ce sont des problèmes d'énergie et d'industrie. Chaque garnison brûlée, c'est un secteur du front qu'on ne peut plus tenir. Chaque chaudron, ce sont des centaines de combattants qui ne reviendront pas en service. À quel stade se trouve maintenant ce projet militaire? Est-ce encore une résistance capable de contre-coup et de stabilisation du front? Ou est-ce déjà une agonie prolongée, où chaque jour rapproche la fin inévitable de la phase active? Dans quelle mesure les frappes actuelles sur l'arrière et la ligne de front rapprochent-elles ce moment où tenir la ligne de défense deviendra impossible, parce qu'il n'y aura ni ressources, ni hommes, ni force morale? Quand les Iskander entrent sur trajectoire de combat au-dessus de Kiev, quand près de Uliaïpol on active les Théos et que le barrage de feu pousse les fantassins en avant, et qu'à Myrnograd, la garnison comprend qu'elle ne sortira pas vivante, les discours sur les offensives, les tournants et les victoires se transforment en fond de propagande face à une réalité qui parle de toute autre chose.